Ouvrons notre page spéciale consacrée à cet ogre de feu qui a déjà avalé plus de 16 000 hectares dans l'Aude et qui continue de progresser ce soir. Regardez cette vidéo, elle nous parvient à l'instant. Le feu se réactive à plusieurs endroits. Par ailleurs, nos équipes viennent tout juste de nous envoyer des images aériennes. C'est le premier survol de la zone. Elles témoignent de l'ampleur de ce qui est en train de se produire dans le département. Chloé Barbeau, Agathe Viguet. Il y a quelques minutes, notre équipe a pu survoler le massif des Corbières. Les flammes sont visibles à des kilomètres. Certaines mesurent plusieurs dizaines de mètres. Quand notre caméra zoom, nous voyons clairement la virulence du feu. Plusieurs foyers sont actifs, ce qui complique le travail des pompiers. Et pourtant dans le ciel, les Canadair enchaînent les rotations. Pour ne pas gêner les secours, nous n'approcherons pas plus. Les autorités nous contactent à la radio. Je vais devoir vous demander de quitter réellement la zone. Les conditions de vol sont extrêmement difficiles. Un épais nuage de fumée nous aveugle. En repartant, nous constatons des kilomètres de terre brûlée. Vu du ciel, c'est bien la preuve que cet incendie est hors norme. Et la mobilisation est également hors norme pour le combattre. Plus de 2000 pompiers sont mobilisés sur le terrain, des renforts venus de toute la France. Les volontaires côtoient les professionnels, tous se relaient non-stop depuis plus de 24 heures. Léa Merlier, Théo Thomas et Camille Michaeli. Cet après-midi encore, face à ces pompiers, des flammes de 15 mètres de haut, attisées par le vent. À chaque bourrasque, le feu gagne en intensité. Sur le bord de la route, la végétation s'embrase. Prudemment, les soldats du feu progressent au cœur de l'incendie. Toute la journée, les largages se font presque à l'aveugle, dans l'épaisse fumée. L'air est irrespirable, mais sans relâche, ces autres pompiers éteignent les reprises. Cette maison n'a pas échappé aux flammes. Il faut maintenant éviter que les braises se propagent aux habitations voisines. Le problème, c'est que s'il y a des reprises où on ne sait pas encore ce qu'il y a dans l'intérieur des maisons, le vent qui peut reprendre aussi. Si on ne parfaire pas l'extinction, il y a plein de dangers possibles. 15 villages sont encore menacés. Dans les airs, 18 engins aériens, des Dash, des hélicoptères bombardiers d'eau ou encore des Canadair, pour épauler les 2100 pompiers mobilisés au sol. Les trois quarts d'entre eux sont des renforts venus d'autres départements, des Bouches-du-Rhône, de Charente ou de l'Indre, par exemple. J'engage 2 camions là et je laisse 2 camions en bas. Et on traite toute la partie, et voilà. Pour l'instant que le vent tourne pas, on est tranquille. La stratégie des soldats du feu, forcer l'incendie à emprunter une trajectoire voulue. Aujourd'hui, en se positionnant tout autour, ils ont orienté sa progression vers la côte et l'autoroute. Barrière naturelle pour le contenir avant que le vent ne change de direction. L'objectif, il va être tout simplement d'essayer d'accompagner, de contenir le feu sur ses flancs, mais aussi de pouvoir l'accompagner directement vers la mer, tout en évitant justement toutes les maisons et essayer d'éviter un maximum une crise supplémentaire. Mais pour lutter contre les flammes, encore faut-il trouver de l'eau. Dans cette zone boisée, elle vient à manquer par endroits. Les châteaux d'eau sont vides, on tire tellement sur le réseau qu'on n'y arrive plus, quoi. Donc après, il faut chercher les points d'eau pour se mettre à l'inspiration. Face à l'ampleur du sinistre, des renforts militaires sont attendus demain. Plus de 16 000 hectares ont donc déjà brûlé. Imaginez, c'est plus en 24 heures dans le département de l'Aude que depuis le début de l'année sur l'ensemble du pays. Les flammes continuent de gagner du terrain ce soir, même si l'incendie ne progresse plus aussi vite. Saint-Laurent de la Cabrerie paie le plus lourd tribut. Une femme est morte chez elle, elle avait refusé d'évacuer. Plusieurs personnes ont été blessées. Le village est méconnaissable, ravagé par les feux. Kelvin Ginlac avec Baptiste Cisco et Mathilde Lopinski sur place. Et là, voilà, ma vie est partie en fumée. Moins de 24 heures après le passage des flammes, Mélanie est venue constater les dégâts. Les vêtements de ma fille de 7 ans pour l'hiver, son carnet de santé, ses vêtements de naissance, enfin, toutes les affaires de ma fille. Il n'y a plus rien dedans, c'est mort complet. Il y a tout qui est parti en fumée. En 10 minutes hier, les flammes ont encerclé sa maison. Aujourd'hui, il ne reste que les murs noircis
et une odeur de plastique fondu. Je n'ai même pas le courage de voir s'il y a des trucs encore qui peuvent servir. Ces 5 véhicules ont brûlé. Cette éleveuse construisait un refuge pour les animaux. 30 sur 40 ont pu être sauvés. Et là, j'avais les parcs de mes cochons. Donc à l'heure actuelle, j'ai pu sauver 2 cochons et un bébé. Et malheureusement, j'ai vu mon cochon brûler par là. Cet après-midi, l'air était chaud, sec, et les cendres continuaient de tomber sur Saint-Laurent-de-la-Cabrerie. De l'autre côté de la commune, une vingtaine de maisons touchées. Les pompiers ont arrosé toute la journée les reprises de flammes. Ici, une femme de 65 ans a perdu la vie après l'effondrement de son toit. C'est une dame qui n'a pas voulu suivre les instructions, ce qui est vraiment triste, parce qu'on a essayé de tout faire et on voit qu'on n'a pas pu la convaincre. Dans le quartier, des dizaines de voitures carbonisées. Ce métal a même fondu sous l'intensité de la chaleur. Chez David, des milliers d'euros de dégâts. Des voitures de collection, des voitures en état et des 205. Quand on est arrivé, ils m'ont donné l'ordre d'évacuer. Donc je suis parti en laissant tout derrière moi. Dans le centre du village, nous tombons sur ces bêtes. Elles ont trouvé refuge dans cette ancienne cour d'école. Et là, c'était complètement dans leur champ en fait. Ils avaient plusieurs hectares et malheureusement tout est parti en feu. Ils vont pouvoir rester ici le temps que le feu s'arrête. Les cabanes ont pris feu, il ne reste que les grillages malheureusement. Il n'y a plus rien, donc c'est un peu un départ à zéro. Ce soir, de nombreux habitants n'ont toujours pas regagné leur logement. La surface parcourue par l'incendie est immense. 15 villages ont été traversés par les flammes. Pour les habitants, c'est l'angoisse de voir sa maison détruite. 25 ont été endommagés depuis hier après-midi. Beaucoup ont évacué et spontanément, chacun s'est mis à aider son voisin. Une entraide que vous raconte Laszlo Gelabert et dont Corentin Maderès et Solène Cornio ont été témoins ces dernières heures. Sur la route de Jonquière, notre équipe découvre des vallées calcinées. Et une première maison brûlée par le brasier. Ça, c'était votre garage. Celle de Véronique aussi a été détruite. Je vous dis que ce machin, c'est mon congélateur. Ah, mon congélateur. Cette ruine lui semble presque irréelle. Là, c'était le garage. Et au-dessus, par contre, non, c'était une très grande pièce de 50 mètres carrés. C'était tout du placo. Et le placo, ça brûle. Après avoir évacué hier, Véronique a pu revenir faire des photos pour son assurance. 23 ans qu'elle vivait au village. Et là, qu'est-ce que ça vous fait de revoir Ah c'est pas la joie. De toute façon, il faut rebondir. Il n'y a que ça à faire. Il n'y a plus que ça à faire. Au loin, le bruit des sirènes et des hélicoptères. Puis je sens qu'il va falloir qu'on parte avant que ça revienne trop, parce que derrière, ça se rapproche de la route. Les pompiers continuent de lutter. Alors, à quelques mètres de cette base, et voilà. ce Narbonnais de 26 ans leur distribue gratuitement des sandwichs, des frites et des boissons. Ça nous touche vraiment parce que sur le terrain, on voyait plus ça et vraiment merci pour ce que vous faites. Et c'est ce que je peux faire à mon niveau. Donc on fait ce qu'on peut. Un réconfort bienvenu durant une journée éprouvante. Nombreux sont les villages à avoir évacué, impossible pour ses habitants de rentrer chez eux. La route est bloquée là-bas, elle est bloquée là-bas, bloquée là-bas. Donc on n'a pas le droit d'aller chez nous. Cet élu redoute le pire. Je suis très attachée à ce pays, que c'est le mien, et que c'est la catastrophe. Ouais, je suis d'ici. C'est la catastrophe pour nous. À 500 mètres de là, dans son village, Marie-Josée conseille aux habitants de se confiner. Vous pouvez pas, vous êtes confinés où vous allez. La consigne est claire. Fermez les volets et les vitres. Ce soir encore, les évacuations continuent. Hors de danger sur cette place, des dizaines de personnes attendent dans l'angoisse. Avant d'arriver ici, cette viticultrice a dû fuir sa maison. Et on a été accueillis par le maire, par les habitants. Il y a une élan de solidarité énorme. On nous a ouvert le foyer, les habitants sont venus, nous ont ouvert leur maison, nous ont fait manger. Tout son matériel a été ravagé par les flammes et elle ne sait toujours pas quand elle pourra rentrer chez elle. Nos équipes étaient plus tôt dans la journée à Jonquière. Elles ont accompagné Christophe, un agriculteur qui connaît la région par cœur. C'est à ce titre qu'il aide les pompiers en leur ouvrant la voie. Ils étaient d'ailleurs sur la route lorsque le vent a tourné. Florence de Juvigny, Corentin Maderès et Agathe Viguier. Regardez. Il faut se barrer là. Il y a des flammes de 40 mètres d'eau dans la Sarrate. Le vent vient de tourner. Donc ça repart dans l'autre sens. Tout ce qui n'a pas brûlé va brûler. Bon, là, c'est le dégoût. Tu peux repartir au village.
On va cramer, c'est sûr. On entend le bruit que ça fait, hein. Vous l'entendez le bruit? Dernier geste, dérisoire. C'est pour protéger la maison, c'est ça? Ouais. Expliquez-nous. Je ne sais pas, on m'a jamais expliqué comment il fallait réagir, hein. C'est l'instinct qui veut ça. Ouais. Une fatalité. Oh là là. Tout tenté. Bon, on essaye un peu tout. En attendant le feu, on essaye de lever le plus d'herbes sèches possible là, pour éviter des reprises, mais peut-être ça sert à rien, je sais pas. J'attache les chiens, les copains arrivent, ils vont venir les récupérer pour les mettre en sécurité. Voilà, allez. Ça allait bien jusqu'à maintenant, et là, l'affaire de 10 minutes, le stress commence à arriver. Donc les papiers, des affaires, c'est ça, des vêtements? Les bijoux. Et on verra. S'il faut fuir ou pas. Prenons maintenant la direction de Durban-Corbières. C'est un peu plus au sud. Le vent a tourné, les maisons qui étaient encore menacées un peu plus tôt dans la journée ne le sont plus. Mais pour combien de temps? Partir ou rester, c'est le dilemme de nombreux habitants. Baptiste Guénet, Paul Bouffard et Pierre Dehors. Le feu a repris cet après-midi et se rapproche de Durban-Corbières. Hier soir déjà, les flammes étaient arrivées aux portes du village, obligeant les habitants à évacuer. Après, je changerai mon t-shirt aussi parce que... Enzo et son père Vincent sont revenus à la hâte. C'est à toi ça, Enzo? Récupérer quelques affaires. Oui. Vire le... Seulement l'essentiel. On va virer ça, hein. Un peu le solaire, on s'en fout. L'imposant panache de fumée se fait de plus en plus menaçant. Ça fait peur. Hein. On va partir parce que là... Il faut presser le pas. Ce soir, ils dormiront dans une salle des fêtes. Il y a tout le monde, il y a tout le village en fait, recueilli au village à côté, dans une vingtaine de kilomètres. Donc au moins on sera tous à l'abri et puis ça sera beaucoup mieux. Le village de Durban est quasiment vide cet après-midi. Malgré le danger et les recommandations des autorités, on a aperçu quelques habitants. On va aller à leur rencontre. Plus d'eau, plus d'électricité, plus de communication. Tout a été coupé. Bernard s'éclaire donc à la bougie. Non, ça ne nous gêne pas. J'ai 78 ans, j'ai passé un peu ma vie. On se repose, on mange et on dort. Qu'est-ce que tu veux faire? Hop. Allez, on va regarder si les avions y passent là. Pourquoi? Difficile d'abandonner sa maison. Il y est né et y a vécu toute sa vie. Et avec sa femme, ils appréhendent de devoir être hébergés dans un centre d'urgence. Ici, ça risque rien, je pense. Voilà. Si vous allez quand même préparer des choses pour partir? Ah oui, c'est toujours prêt. Hein. En fin d'après-midi, l'incendie aux portes de Durban-Corbières perd de l'intensité. Un moment de répit, mais combien de temps durera-t-il? François Bayrou a fait le déplacement cet après-midi. Le Premier ministre était accompagné de Bruno Retailleau. Il n'a pas exclu de faire appel à des pays voisins pour aider les pompiers. Des centaines et milliers de personnes se sentent atteintes dans ce qu'elles ont de plus précieux, leurs biens, leurs maisons, leurs vignes. On a mobilisé tous les moyens nécessaires et ils sont mobilisables à l'instant et nous pouvons faire appel aux moyens européens. Si nous sommes en difficulté, il y a des accords entre les pays européens. Ce feu bat malheureusement beaucoup de records. C'est un des plus étendus de ces 50 dernières années. Nature de la végétation, relief, vent. Pourquoi cet incendie progresse-t-il aussi vite? Écoutez les précisions d'Ignacio Bornassin, Nicolas Bergot et Jeanne Cancard. C'est une course entre l'homme et la nature. Un marathon à remporter face à un ogre de flammes qui se déplace 3 fois plus vite que nos pompiers. Eux sont suréquipés, fatigués mais tenaces, alors que l'incendie ne pouvait rêver meilleures conditions pour se propager. Lorsque le vent, déjà très fort hier, s'est engouffré dans ces reliefs très vallonnés, il a accéléré jusqu'à atteindre 70 km/h. C'est le phénomène de convection. Dans ce couloir, l'air se réchauffe et provoque l'embrasement de la végétation. Et en plus du vent, on a la chaleur. Et vent et chaleur ne font évidemment pas bon ménage. S'ajoute à cela la sécheresse, puisqu'elle est très présente. On a des végétaux qui sont de véritables combustibles. En plus de ça, un taux d'humidité qui est extrêmement bas. Lorsqu'il était le plus virulent, le mur de flammes avançait à 6 km/h, la vitesse d'un homme en marche rapide. À 17h hier, le feu avait brûlé 1000 hectares. À 20h30, plus de 4500, le double
une fois minuit passé. Quand les Canadair, les Dash et les hélicoptères reprennent leur combat ce matin, 12 000 hectares sont calcinés, 16 000 au milieu d'après-midi. Une progression exceptionnelle rendue possible à cause des sautes de feu. Un phénomène qui se produit lorsque les braises sont poussées par le vent sur des dizaines de mètres. Dans ces paysages méditerranéens, composés d'arbustes, de broussailles, de végétation très sèche, la combustion est quasi instantanée. Si vous avez des pins d'Alep ou des chênes verts qui font de 5, 10, 15, 20 mètres de haut, forcément ça fait des torchères de 20 à 30 mètres de hauteur. Et donc un feu qui, comme dans une cheminée, plus vous mettez de bois, plus ça chauffe. La vigne, qui joue naturellement un rôle d'obstacle face aux incendies, a perdu du terrain dans la région ces dernières années et ne permet plus aussi bien de freiner la progression des flammes. Cet incendie est déjà le deuxième le plus dévastateur en France depuis 50 ans. Rappelez-vous, en juillet 2022, l'incendie de l'Andiras avait détruit 14 000 hectares en 8 jours. Celui de l'Aude, toujours actif, en a brûlé plus de 16 000 en seulement 24 heures. Et sa progression n'est pas terminée. Louis Baudin nous a rejoint. Bonsoir Louis. Bonsoir Jean-Baptiste. La météo joue un rôle capital. Comment les vents vont-ils évoluer ces prochaines heures ? Ils changent énormément. Jusqu'en milieu de journée, ces vents soufflés du nord-ouest vers la Méditerranée. On appelle ça la tramontane. Alors un vent qui malheureusement favorise ou en tout cas amplifie l'effet du vent parce que c'est un vent qui est particulièrement chaud et sec. Et puis à la mi-journée, ça a changé radicalement. 180 degrés de différence. C'est un vent marin qui s'est installé. Et avec ce vent marin, c'est de l'air un peu plus humide, un petit peu moins chaud, donc qui devrait atténuer, en tout cas freiner le front de l'incendie. Alors l'évolution, c'est pour la nuit prochaine une atténuation de ces vents, ça c'est une bonne nouvelle, mais au cours de la journée de demain, c'est de nouveau ce vent d'est qui va dominer, vent d'autant jusqu'à 40 km/h en cours d'après-midi. Merci beaucoup Louis Baudin. Sur le terrain, les gendarmes ont débuté leur enquête. Ils étudient ce qui est devenu une scène de crime, procèdent à des prélèvements, des observations. Les témoignages sont également précieux. Un habitant a ainsi pu expliquer que l'incendie avait débuté près de sa propriété. Charlie Nurel, Camille Michaeli et Maureen Bajac. Voici le départ de feu, filmé par une habitante. 7 minutes après, des promeneurs filment sa progression, déjà rapide. Je veux juste appeler les pieds, c'est dinguerie comme ça. Pour les enquêteurs, ces vidéos sont précieuses. Noam était sur place. En fait, il y a un pont et on était juste à cet endroit-là. Et le feu était à 300-400 mètres en face de nous. Et il y avait une route juste à côté. Et le feu a pris en 10 minutes et il a parcouru au moins 1 kilomètre. Pour connaître l'origine de l'incendie, il faut d'abord trouver son point de départ. Noam est sur le point rouge lorsqu'il prend cette vidéo. D'autres témoignages indiquent aussi que le feu a démarré à côté de la route départementale, dans cette zone, entre les deux villages. Voilà à quoi ressemble la route aujourd'hui. Notre équipe ne peut aller plus loin, car la gendarmerie a bouclé les lieux. Comme sur une scène de crime, elle y fait des prélèvements pour connaître la cause de l'incendie. Nous avions suivi une de leurs équipes il y a quelques jours. Il y aura un travail qui sera fait pour essayer d'identifier s'il y a des produits qui ont été utilisés, essayer d'identifier si les circonstances du déclenchement sont volontaires, accidentelles. Les prélèvements sont ensuite envoyés dans un laboratoire de police scientifique. Celui de Marseille nous a ouvert ses portes cet après-midi pour nous montrer la méthode. Donc ça, c'est un prélèvement de terre qui a été fait par les gendarmes ou par la police, qui nous a été envoyé. Et le but, c'est de rechercher des traces d'hydrocarbures qui pourraient être dans cette terre, donc déterminer si c'est un acte volontaire ou pas. Le résultat des analyses peut être donné en moins de 14 heures. Ce soir, les enquêteurs n'ont pas encore déterminé si cet incendie est volontaire ou accidentel. Nous sommes en direct du poste de commandement des pompiers à Saint-Laurent de la Cabrerie avec Baptiste Guénet. Bonsoir Baptiste, on vient de le voir, la situation est extrêmement complexe, mais la surface brûlée reste à 16 000 hectares. Est-ce que ça signifie que le feu est en passe d'être contrôlé ?
Et oui, vous l'avez dit Jean-Baptiste, depuis 14 heures aujourd'hui, la surface parcourue par l'incendie reste stable, 16 000 hectares. Mais cela ne veut pas dire que le feu est en passe d'être maîtrisé. Ce soir, il continue d'ailleurs de progresser et repart sur plusieurs flancs. La faute à des conditions météo défavorables et notamment au vent qui s'est à nouveau levé sur zone. Les autorités appellent donc à la prudence et demandent aux habitants d'éviter de sortir de chez eux pour éviter de gêner le balai incessant des camions de pompiers sur les routes pour accéder aux différents points chauds. Merci beaucoup Baptiste Guéné en direct depuis Saint-Laurent-de-la-Cabrerise. Nous allons suivre l'évolution de ce feu grâce à vous et à toutes les équipes du 20h mobilisées.